Bonjour et bienvenue, je suis Stéphanie Lamour pour Digital Aquitaine. Je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir nos intervenantes ce matin pour ce webinaire dédié aux femmes et à la science dans le cadre des ateliers d'Ataquitaine. Nous avons un petit souci de connexion avec l'une de nos intervenantes qui rencontre quelques problèmes ce matin, donc j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre rapidement. En attendant et avant de démarrer, je vous propose un rapide tour des bonnes pratiques à observer sur cette plateforme. Si vous avez des problèmes de connexion, c'est peut-être que vous n'utilisez pas les bons navigateurs, donc Chrome et Mozilla sont à privilégier. Vous pouvez poser vos questions aux intervenantes dans l'onglet du même nom. Elles vous répondront en fin de session. Enfin, un replay vous sera envoyé à la fin de ce webinaire par mail. Réservez l'onglet chat à vos messages instantanés et vos éventuels problèmes techniques. Julie, qui est en backup, vous répondra. L'onglet questions, donc aux questions de fond destinées aux intervenantes. Et enfin, n'hésitez pas à contribuer au sondage que nous vous proposons pendant cette session. Je tiens à remercier Agnès Bardier, qui représente Aerospace Valley et qui est présente ce matin. C'est Agnès qui nous a soufflé l'idée de ce webinaire en prolongement du webinaire qui s'est déroulé hier pour la région Occitanie sur le même thème. Agnès, je te laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. Merci en tout cas d'être présente et présent. Aerospace Valley est ravi de s'associer à l'organisation, à la co-organisation de ce webinaire. Et comme l'a stipulé Stéphanie, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un coup de projecteur que nous avons souhaité donner sur les femmes et l'IA au sein du pôle et auprès de notre communauté. Et nous avons réuni effectivement hier plus de 120 participants sur un webinaire que nous avons organisé avec des partenaires locaux sur le sujet. Plusieurs sujets qui ont été évoqués, la place de la femme dans l'IA, les biais, l'avenir effectivement, l'avenir en tous les cas, un focus a été particulièrement fait effectivement sur l'implication des jeunes et l'acculturation et l'information qu'on doit dispenser auprès des jeunes. Donc, en tous les cas, un webinaire qui a eu beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute. Et une seule envie aujourd'hui, je dirais, c'est d'aller au-delà de la semaine ou de la journée de la femme et de poursuivre avec l'ensemble des partenaires une série de webinaires sur le sujet. Parce que le thème est très intéressant et a intéressé beaucoup de personnes hier. Donc, merci aux intervenants de leur présence. Quatre profils avec qui nous allons échanger aujourd'hui. Nous avons aussi échangé avec 4 profils hier, donc je dirais 8 profils très divers, très variés et très riches dans le cadre de ces rencontres. Donc, merci Stéphanie et très bon webinaire à toutes et tous. Merci Agnès. L'idée de ce webinaire n'est pas de redéfinir l'intelligence artificielle, mais de comprendre quelle est la place des femmes dans ce secteur et dans les sciences de la donnée, à travers plusieurs parcours de femmes impliquées dans ces domaines. Selon le mathématicien Cédric Villani, initiateur de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle, la sous-représentation des femmes dans les secteurs du numérique, de l'informatique et de l'intelligence artificielle fait courir un risque à l'objectivité algorithmique moderne. En terminale scientifique, 48% des lycéens sont des lycéennes. Elles ne sont plus que 27% en école d'ingénieurs et 35% des étudiants intéressés par l'IA sont des femmes. Seulement 15% d'entre elles deviendront des data scientists. Au sein de l'Union européenne comme en France, 20% des chercheurs en entreprise sont des femmes. Elles étaient 15% en 2015 et à peine un brevet sur 7 est déposé par une femme. La parité est pourtant un objectif à atteindre et en particulier si l'on veut pallier certaines dérives de genre de l'intelligence artificielle. Pour décrypter le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Aude Bernheim qui a pu nous rejoindre, qui est chercheuse à l'INSERM, Alexandra Delmas, qui est docteure en sciences cognitives et consultante recherche et développement chez OnePoint, Alice Memang, qui a cofondé l'entreprise Delphox, et Hélène Sauséon, qui est psychologue cogniticienne à l'Université de Bordeaux.
Ensemble, nous allons voir comment ces technologies peuvent être plus inclusives et non discriminantes, mais aussi comment rendre ces métiers plus attractifs pour les femmes et donc pour les jeunes filles qui sont en cours d'études. Avant de leur passer la parole, je vous propose un rappel historique en images à travers une courte vidéo. Bonjour Aude, vous êtes chercheuse spécialiste en microbiologie et en génétique. Vous avez coécrit le livre « L'intelligence artificielle pas sans elle ». Quel est votre parcours et pourquoi vous êtes intéressée à l'intelligence artificielle? Alors, bonjour, donc merci de m'avoir invité à partager mes réflexions là-dessus. Je voudrais juste préciser que la vidéo qu'on vient de voir est le travail qu'on a fait en co-création avec Adrien Bernem, qui est la personne qui a réalisé la vidéo. Je trouvais ça important de mentionner son nom. Et le site a été mis sur le chat pour ceux qui veulent. Elles sont complètement libres à partager. Concernant mon parcours, donc moi, je suis ingénieure agronome de formation. Je me suis ensuite dirigée vers la recherche et la façon dont je suis arrivée sur l'intelligence artificielle, même si dans mes recherches, j'utilise, on va dire, l'algorithmie à différentes façons, vu que je fais, on va dire, de la bioinformatique, c'est plus par mon activité associative. Donc, dans le cadre, depuis, on va dire, 8-9 ans, je mène une activité associative qui s'intéresse entre les liens entre on peut dire égalité femmes-hommes et sciences en général. Et à travers, en fait, ce travail associatif dans le cadre de l'association WAC Science, on s'est intéressé avec Flora Vincent, la co-autrice du livre, à justement quels pourraient être les liens entre ces deux sujets. Et du coup, c'est, on va dire, à travers ce prisme-là, avec de l'expérience à travailler de plus généralement sur les liens entre égalité femmes-hommes et sciences de façon plus générale, qu'on s'est ensuite, on va dire, focus sur l'intelligence artificielle, avec quelque chose qui nous intéressait particulièrement, qui était qu'on a toujours eu cet angle d'attaque de se dire, bon, il y a deux sujets sur, on va dire, deux grands axes, qui sont la présence des femmes dans ces domaines, mais aussi le biais des technologies qui va, on va dire, être issu de ces questions-là. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, mon parcours qui est que je suis une scientifique et qu'avec Flora, on est toutes les deux des scientifiques, font qu'en fait, on s'est posé des questions en tant que militante grâce à des outils scientifiques, mais qu'on a aussi questionné la science grâce à cet aspect militant. Donc, j'aime toujours dire que au cœur de cette réflexion, c'est vraiment scientifique et militante et que les deux viennent nourrir l'un et l'autre. Voilà. Merci Yod. J'accueille Alice. Alice, vous n'êtes pas une scientifique et pourtant, vous avez cofondé une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie aéronautique spatiale défense. Pourquoi ce choix et quel est votre parcours?
Merci beaucoup Stéphanie pour cette introduction. Merci effectivement à Digital Aquitaine pour avoir réussi à mettre en place ce webinaire fortement intéressant. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, je n'ai pas le profil scientifique, j'ai plutôt le profil entrepreneur. Et effectivement, c'est cet aspect-là qui a nourri un peu mon parcours et qui a jalonné de façon principale les différentes étapes de celui-ci. Donc, de façon très classique, je suis diplômée d'école de commerce et ma première entreprise, pardon, je l'ai fondée au sortir de cette école-là, dans un secteur très différent qui était le transport, mais qui lui-même avait déjà ces problématiques de féminisation, puisque ça reste un secteur fortement masculin. Après cette expérience, j'ai rejoint une entreprise qui était effectivement dans le BTP, encore une fois, avec des défis liés à la présence des femmes sur un chantier, sur un champ de travail. Et donc, l'entreprise que je gère aujourd'hui dans Delphox, spécialisée en intelligence artificielle, qui rejoint ce même discours. Alors, est-ce que c'est un effet de cause à effet? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que les convictions que je porte, notamment en termes d'entrepreneuriat, d'égalité, du fait de mes expériences personnelles, puisque je suis maman de 2 enfants qui sont jumeaux, filles et garçons, donc ces problèmes se sont posés très rapidement pour moi et pour eux, ont fait que effectivement je puisse aborder cette création d'entreprise, ce partenariat avec beaucoup de passion, mais surtout avec aussi beaucoup de justice et d'égalité que j'essaie donc d'appliquer au quotidien dans cette entreprise-là. Donc un choix de parcours qui s'est plus imposé à moi que je ne l'ai fait moi-même, mais voilà, aujourd'hui que j'essaye d'orienter dans le sens de ces convictions et effectivement de quelque chose de plus équitable. Merci beaucoup Alice pour cette présentation. Je vais passer la parole à Alexandra. Alexandra, OnePoint est spécialisée dans la transformation numérique et vos travaux au sein de l'équipe recherche et développement vous conduisent à mesurer le facteur humain dans la transformation numérique. Quel est votre parcours ? Oui, bonjour à tous. Alors avant tout, je tiens à remercier Stéphanie, Agnès, Julie et toute l'équipe de Digital Aquitaine et de Aerospace Valley pour cette initiative voilà, où je suis heureuse de participer. Alors pour mon parcours, je voulais mentionner que j'avais tout d'abord fait un bac scientifique spécialité maths et comme cela me plaisait, j'ai continué en licence avec une licence assez pluridisciplinaire mais qui s'appelle méthode informatique appliquée aux sciences humaines. Donc, ce sont des promos de licence assez mixtes parce qu'il y avait beaucoup de maths, beaucoup d'informatique, mais aussi de l'éco-gestion et des sciences cognitives. Et c'est notamment donc cette dernière thématique où je me suis un petit peu retrouvée, en tout cas révélée, notamment sur tout ce qui était lié à la prise en compte du prisme humain, la prise en compte de l'humain dans la conception de ces nouvelles technologies qui explosent encore plus de nos jours maintenant. Donc, j'ai continué en master et en thèse en sciences cognitives et désormais donc je continue ces travaux en sciences cognitives dans le département R&D de OnePoint à Bordeaux depuis 2 ans et demi maintenant. Donc j'ai réussi à retrouver d'ailleurs dans cette équipe ce côté pluridisciplinaire, donc prise en compte du prisme humain, du prisme cognitif avec des concepteurs en intelligence artificielle, des développeurs, mais aussi je travaille avec des psychologues, avec justement des cogniticiens, avec des personnes voilà, très techniques comme très sciences humaines. Donc, c'est vraiment cette ouverture d'esprit et cette pluridisciplinarité que j'admire en tout cas depuis le début de mes études que j'ai réussi à retrouver. Donc, au niveau de la mixité, c'est assez hétérogène justement, mais c'est cette volonté de créer des équipes avec différentes expertises pour voilà, faire des IA, en tout cas, ou des projets data science les plus éthiques et objectifs possibles, mais on y reviendra un peu plus tard. Merci beaucoup, Alexandra. Hélène, comment votre parcours de psychologue cogniticienne vous a-t-il amené à vous questionner sur l'intelligence artificielle ? Oui, donc bonjour à tous. Donc, comme mes consoeurs, je remercie les organisateurs de cet événement. Avant de répondre directement à votre question, juste un petit point sur le fait que je suis effectivement professeure à l'université de Bordeaux et j'enseigne notamment dans la filière qu'a évoquée Alexandra Miach. Et effectivement, dans cette filière licence, on souffre un petit peu moins de la désaffection des femmes pour les filières
orientée sciences et technologies, parce qu'effectivement, il y a SHS dans le libellé et que certainement, ça fait un petit peu moins peur. Donc voilà, je tenais à le préciser. Et effectivement, c'est assez, en tout cas, intéressant d'avoir ce public en tant qu'enseignante, plus mixte que dans d'autres filières qui, on le sait, sont un peu désaffectées par les femmes. Donc, comment moi, en tant que psychologue, puisque moi j'ai un parcours entièrement de psychologie, je me suis intéressée à l'IA, tout simplement parce que au fil du temps, on est de plus en plus convaincus, nous les scientifiques, que l'interdisciplinarité est essentielle. Et puis je pense que tout le monde l'a remarqué, l'informatique est une science envahissante dans toutes les autres sciences, et en tout cas pas de manière péjorative quand je dis ça, c'est qu'elle est pervasive dans le sens où elle a pénétré toutes les sciences, et notamment les sciences cognitives. Très tôt, il y a eu des collaborations entre les psychologues et les informaticiens pour développer et essayer de mieux comprendre le fonctionnement humain, et notamment à travers des modélisations, et ça a été les tout débuts de l'IA, avec la création de systèmes intelligents artificiels. Et puis moi, plus précisément, je me suis orientée vers l'IA, et en particulier, moi, depuis 2012, je suis au Centre INRIA de Bordeaux, et je travaille actuellement dans une équipe Flowers qui effectivement fait de l'IA avec pour objectif de s'inspirer du développement humain. Donc vous voyez qu'il y a toujours des liens finalement avec la psychologie. Donc moi je ne suis pas chercheuse IA directement, je suis plutôt une utilisatrice de l'IA, et moi je m'en sers pour différents objectifs. Le premier, c'est modéliser. Ça a été ma première utilisation de l'IA, ça a été de modéliser le fonctionnement humain. Et aujourd'hui, je m'en sers beaucoup plus pour créer des technologies, notamment des technologies éducatives ou rééducatives pour les enfants, mais également pour des personnes adultes ayant, par exemple, des troubles cognitifs. Et on va créer des technologies qui vont permettre de répondre à la diversité, par exemple, de l'apprenant, ou encore de répondre à la diversité des profils pathologiques des patients que moi, je peux rencontrer. Voilà. Merci Hélène. Alice Aude, selon votre expérience, comment diriez-vous que la dimension homme-femme est prise en compte dans l'intelligence artificielle et la data science? Je vais d'abord donner la parole à Alice. Très bien, merci Stéphanie. Donc, d'un point de vue, alors je vais laisser Aude parler du point de vue scientifique. Mon apport sera surtout vraiment du point de vue entrepreneurial et du fait que comment effectivement on aborde cette mixité homme-femme dans le monde en général de l'IA et de la big data. Alors, il y a deux aspects que je souhaite souligner. Il y a effectivement l'aspect du manque, du peu de représentativité des femmes, qui est assez important, et ce dès très tôt, hein, c'est-à-dire dès les recrutements, on considère déjà le peu de candidatures qu'on arrive à recevoir en termes de femmes sur ces postes-là. Et du coup, ça laisse de fait une place plus importante qui est occupée par une femme, ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Pour mon expérience personnelle, je dirais plus que c'est une bonne chose dans deux sens. Le premier sens, c'est que ça nous permet justement à nous les femmes d'être de plus en plus visibles, et pour mon cas, étant non seulement de la mixité et en plus de la diversité, je laisse tout de suite une trace dans la mesure où quand je vais présenter un projet, quand je vais négocier avec des partenaires, je suis tout de suite retenue puisque je suis différente dans la pièce, puisque je vais apporter quelque chose de différent. Donc forcément, ça va laisser une trace, et ça permet, pardon, un double apport, et c'est d'être de plus en plus visible, donc de pouvoir aider d'autres personnes qui veulent se lancer, d'autres personnes qui veulent travailler, quand je parle de personnes, bien entendu de femmes, à s'inspirer de cette présence-là et à se dire que effectivement il y a de plus en plus la possibilité d'évoluer et effectivement de réussir dans ce milieu-là, qui n'est pas forcément plus difficile qu'un autre. Je pense que dans tous les secteurs d'activité, on retrouvera des difficultés
difficulté, mais effectivement, il y a plus d'apports qu'on peut faire en tant que femme dans le milieu de l'intelligence artificielle qui nécessitent effectivement qu'on puisse mener ce travail-là. Merci Alice. Aude, vous prenez la suite? C'est quand même, il y a des chiffres qui ont été précisés au début, c'est qu'en fait, même si on peut avoir, comme ce qui vient d'être dit, un certain intérêt à être en fait une personne différente dans un milieu, et ça, je l'entends très bien, parce que moi aussi, en tant que scientifique, ça m'arrive très souvent, on a besoin de se faire reconnaître en donnant des présentations, de savoir qui a fait ce travail. C'est vrai que quand on ressemble pas du tout à tous les autres gens, les gens se souviennent de nous plus facilement. Après, pour moi, la question, c'est justement que on va arriver et on va avoir une espèce de chose que ça va attirer un certain type de profil aussi, ce genre de choses, et que plein de personnes, comme elles ne vont pas forcément voir qu'il y a une minorité ou une majorité, enfin à voir qu'il y a un nombre suffisant de personnes dans la pièce qui leur ressemblent, on ne va pas penser que c'est pour nous. Et donc, cette idée, cette représentation en général va faire qu'on va plus facilement se diriger vers d'autres choses. Et donc, et tout ça, en fait, c'est basé sur ce qui va être sûrement détaillé par la suite, sur beaucoup de stéréotypes, c'est-à-dire ce qu'on imagine que les femmes aimeraient, que les hommes sont compétents à, et qui sont absolument pas corrects, parce que les études biologiques et toutes les études qui ont été menées là-dessus montrent que non, naturellement, on n'est pas plus doué pour quelque chose ou pour un autre. Après, on vit dans un environnement genré et sexiste qui va influencer. Et donc ça, on le voit depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire que depuis le plus jeune âge, on va voir que les filles vont penser qu'il y a plus de garçons très, 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 très intelligents, ou qu'on va être attiré par des jeux particuliers, etc., etc. Et en fait, on va voir que ces stéréotypes, petit à petit, vont mener un peu c'est tout ce qu'on peut dire comme plafond de verre ou accumuloir, c'est-à-dire qu'on part avec 48% de lycéennes, comme c'était précisé, et puis petit à petit, il y a moins en moins de personnes. Et j'aurais envie d'être optimiste en disant, en fait, c'est juste le début, ça va changer, mais en fait, les chiffres ne bougent pas au fil des années. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec peu de femmes à tous les niveaux, et plus on monte, plus en fait on en perd. Et c'est pas simplement qu'elles ne sont pas promues, c'est qu'aussi elles sont de facto, dans certaines entreprises, poussées vers la sortie, ou même au niveau des écoles d'informatique, il y a aussi eu des problèmes qui montent. Donc, en fait, les femmes dans ces milieux-là vont à tous les, on va dire, les étapes, avoir des soucis à rester. Et du coup, après, ce qui est très positif, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur ce sujet-là, et notamment dans le monde de l'IA, comme je veux dire, ce séminaire d'aujourd'hui, mais il y a énormément d'autres choses. Et du coup, je pense que ça va bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des messages aux lycéennes d'aller faire ces écoles. Dans les écoles, il y a énormément de progrès. Il y a des choses fabuleuses qui ont été faites, par exemple, à l'école d'informatique 42, qui avait des gros problèmes de représentativité en termes d'égalité de femmes. Et qu'on fait énormément de mesures et qui maintenant arrivent quasiment à l'entrée à des chiffres de 40%. Donc, on voit qu'il y a des solutions. Et donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être très optimiste, et que ça va évoluer, et qu'il y a une prise de conscience, et que du coup, on va avoir de plus en plus de femmes dans le domaine. Et en termes de solutions, je pense que ça passe par… on a une phrase qu'on aime bien qui est qu'il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard. Donc, ça veut dire qu'en fait, toutes les petites actions à tous les niveaux, que ce soit du collège-lycée à ensuite les réseaux féminins, tout ça a de l'intérêt. Merci. Être une femme dans l'intelligence artificielle et la data science, est-ce un frein ou un levier? Je propose à Alice de prendre la parole. Ok, ça c'est une vraie question, si c'est effectivement un frein ou un levier. C'est difficile de dire si c'est un frein ou un levier. Ce qu'on sait, c'est que c'est difficile. Ça c'est certain, c'est une vraie difficulté parce que il y a plus de choses. En fait, les femmes dans l'intelligence artificielle ou la data science occupent en fait le poste dans lequel on ne les attend pas. Donc, de fait, quand on ne nous attend pas là, on a toujours l'impression de devoir justifier pourquoi on est là, de devoir prouver pourquoi on est là. Et donc, on se retrouve dans une combinaison où on doit
toujours être dans cette justification-là. Donc, en plus de faire déjà le travail pour lequel on est là, on doit encore travailler plus pour justifier pourquoi on est là, pour prouver pourquoi on est là. Et c'est difficile, ça c'est un fait. Et ça ne doit néanmoins pas être un frein parce que c'est difficile. Du coup, on abandonne ou on change de voie. Il y a effectivement des actions pour décourager, pour ne pas être promu, pour faciliter. Mais à l'inverse, il y a aussi énormément d'opportunités, d'initiatives qui sont de plus en plus mises en place, portées par des femmes, que je salue d'ailleurs, pour valoriser cette présence et pour fortifier justement cette présence pour qu'il y en ait de plus en plus. En ce qui me concerne, voilà, moi je suis une entrepreneur et d'une façon générale, l'entreprise c'est difficile. Donc je pars déjà préparée à ces difficultés-là. Donc je ne regarde pas tant le fait que ce soit un frein ou un levier. J'utilise mes atouts qui sont certainement différents de quelqu'un d'autre, la maîtrise de mes dossiers, la maîtrise de mon sujet, les compétences que j'ai pu acquérir tout ce temps et je viens de la même façon que viendrait un monsieur un tel parce que de toute façon, si on a pu être là à ce moment, c'est qu'on mérite tous les deux d'être là. Et j'essaie d'avancer comme ça en regardant surtout ça comme quelque chose d'acquis et non pas forcément comme quelque chose qui est questionnable. Merci pour ce message positif. Alexandra, vous souhaitez prendre la parole sur le sujet ? Oui, merci. Donc, en fait, je reprends, j'avais en tête exactement ce que disait Alice et même Aude tout à l'heure. Alors, je dirais, de toute façon, il y a les deux, bien sûr. Il y a déjà le côté, oui, bien sûr, c'est un levier. Tout à l'heure, je parlais de le fait d'avoir des équipes pluridisciplinaires, mais aussi au profil cognitif qui peuvent justement être complémentaires. En tout cas, ce que j'essaie de faire, en tout cas pour des équipes mixtes, en tout cas pour chaque conception de projet, parce que pour un même poste, comme le disait Alice tout à l'heure, on ne va pas forcément apporter les mêmes ressources, déjà parce qu'on n'aura pas forcément le même vécu, on n'aura pas forcément eu la même éducation, donc on a nos stéréotypes et du coup nos propres freins qu'on peut se mettre à nous. Mais du coup, on va quand même apporter des visions, peut-être parce que côté femmes, on va devoir faire des efforts supplémentaires, donc on va du coup peut-être se donner davantage et donc apporter une vision encore plus innovante, on va dire, une ouverture d'esprit, un esprit plus critique peut-être dans la conception des projets, des nouvelles technos, notamment dans l'IA et la data science. En tout cas, dans la recherche, c'est le principe même d'émulation que je voulais mettre en avant, c'est le fait de créer des équipes pluridisciplinaires, d'avoir une mixité et en tout cas une ouverture d'esprit, un esprit critique à chaque fois. En tout cas, dans l'IA et la data science, c'est primordial pour concevoir des technos les plus éthiques, objectifs possibles. Il y a encore du chemin, ça c'est sûr. On commence à peine à toucher du doigt sur des sujets dont on parle depuis des années, même si l'éducation nationale elle fait des efforts pour redonner de l'intérêt aux filles pour faire des études. Dans les entreprises, on commence déjà à voir les dimensions RSE qui commencent à émerger, toujours pour inclure davantage de mixité. Mais du coup, côté frein, comme le disait très bien Alice tout à l'heure, c'est contre les préjugés qu'on nous donne. Les postes, même si on va être dessus, on n'est pas forcément attendu, donc on va devoir redoubler d'efforts. Et les propres freins que l'on se donne à soi, le fait de ne pas forcément se sentir légitime. Donc pour moi, c'est des gros freins sur lesquels il faut se battre. Et c'est notamment via des initiatives comme vous avez mis aujourd'hui qu'on pourra sensibiliser davantage les jeunes femmes dans leur inclusion dans ce milieu-là. C'est le fait qu'on est légitime à chaque fois et qu'il faut se battre contre les propres stéréotypes que l'on se donne à soi. Tout à l'heure, d'ailleurs, le fait de ne pas se sentir légitime, il y avait une expérimentation en 2016 qui avait été mise en place en France, où en fait, on mettait des collégiens de 12 ans dans deux groupes et ils devaient reproduire une figure complexe qui devait se rappeler de mémoire. Dans ces deux groupes, il y avait un groupe où on leur disait « vous êtes jugés sur la géométrie plutôt que sur la qualité du dessin ». Donc, dans ce cas-là, les filles, elles avaient des scores plus faibles que les garçons. Et dans l'autre groupe, on leur disait « vous êtes jugés sur la qualité du dessin plutôt que sur la géométrie ». Et là, on avait des niveaux similaires. Donc, ça montre vraiment les freins que l'on se donne à soi et qu'il faut se battre contre nos propres démons et aussi contre l'environnement qui n'est pas forcément le plus favorable, en tout cas dans ce milieu-là. Ça commence à émerger heureusement, mais on a encore pas mal de chemin à faire. Donc, en gros, si je devais résumer, on doit fournir des efforts plus conséquents pour lutter contre les préjugés, mais par contre,
on ouvre avec tout ça des opportunités pour celles qui pensent justement qu'elles n'en sont pas capables, donc grâce à vos initiatives. Merci Alexandra. Aude, je vous propose de compléter. Alors oui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Cependant, peut-être pour ajouter quelques petites anecdotes pour un peu illustrer ce qui vient d'être dit. Quand on a écrit le livre sur l'intelligence artificielle et l'égalité femmes-hommes, donc l'intelligence artificielle pas sans elle avec Flora Vincent, donc toutes les deux, on est scientifiques de formation, donc biologistes. Il se trouve que toutes les deux, on fait aussi de la bioinformatique. On s'est intéressé à ces sujets d'un point de vue, on va dire, associatif, c'est-à-dire ça faisait 7-8 ans qu'on s'intéressait au sujet d'égalité femmes-hommes et on s'est penché sur celui de l'IA. Et quand le livre est sorti, la question primaire qui revenait systématiquement, c'est globalement en quoi vous êtes scientifique, mais en biologie, en quoi vous êtes compétente pour écrire sur l'IA. Donc, ça revenait systématiquement et donc, ça nous a un peu questionné. Donc, au lieu de, je pense que c'est pour ça que c'est bien frein au levier, au lieu de se dire, ah là là, alors la première réaction, c'est de dire, mais oui, je suis nulle, pourquoi j'écris là-dessus, j'ai pas une thèse sur ce sujet-là, comment je pourrais évidemment écrire sur ce sujet-là. Et en fait, après, moi, j'ai posé une autre question en retour qui était, mais pourquoi les gens ne me questionnent pas sur ma capacité à travailler en sociologie du genre? Parce que la très grande majorité des études qu'on sortait dans ce papier venaient en fait de cette discipline-là, qui est une discipline scientifique, au même titre que l'intelligence artificielle. Et j'ai envie de dire, presque pour moi, c'est plus facile de comprendre des concepts d'informatique et d'intelligence artificielle que des concepts qui proviennent en fait de sociologie du genre que je n'ai jamais étudié à l'université. Et donc, je répondais systématiquement à cette question et en fait, ça permettait de bien montrer qu'il y avait vraiment vis-à-vis de cette thématique-là quelque chose d'un peu bizarre. Et après, on pourrait dire, bon, c'est le cas pour tout le monde. Mais dans le même temps, parce que l'IA est un sujet assez populaire, donc il y avait pas mal d'autres gens qui écrivaient des livres. Et donc, ce qui me faisait assez rigoler, c'est qu'il y avait par exemple des philosophes. Et je trouve ça super que les philosophes s'attaquent à ce projet-là, mais qui se faisaient inviter à la radio ou à la télé et les gens disaient, ah, alors, pourquoi vous êtes intéressés à ce sujet? Ils leur disent, ah, vous savez, moi, je suis vraiment allée plonger dans ce que c'est l'IA. J'ai même pris 2 semaines de cours pour apprendre à coder. Et du coup, personne ne remettait en cause, eux, leur capacité à comprendre l'IA, malgré le fait qu'au final, évidemment, qu'ils démarraient. Et du coup, je trouvais que c'est vraiment, on va dire, une petite anecdote pour illustrer ce côté-là. Donc, ce côté frein d'un point de vue, parce qu'on va nous dire, est-ce que vous êtes vraiment compétente et de l'autre, on peut retourner cette balance pour ensuite aller questionner, chercher des choses intéressantes. Et je pense que d'ailleurs, nous, avec cette vision féministe en fait de ces sujets-là, on peut même pousser en fait l'IA vers des choses absolument passionnantes et des questions absolument passionnantes et on va en discuter un peu par la suite et de façon plus générale dans les sciences, c'est-à-dire utiliser les questions d'égalité pour aller questionner la validité des algorithmes. Et là, on s'ouvre à d'autres champs scientifiques complets et du coup, on est vraiment dans le levier. Et pour donner un ou deux exemples, ça a été vraiment le cas dans le domaine de l'IA où on peut appeler ça un peu des lanceurs d'alerte, par exemple sur la reconnaissance faciale, où il y a des gens qui se sont rendus compte qu'en utilisant le logiciel sur eux-mêmes, et eux-mêmes n'étant pas des hommes blancs de 20 à 60 ans, ça marchait beaucoup moins bien. Et tout d'un coup, on se rend compte que là, quand on est quelqu'un de différent, quand on est quelqu'un qui n'est pas pareil, c'est ce qui a été dit sur la pluridisciplinarité des équipes, on va être capable de repérer des problèmes dans les produits et aussi d'en imaginer des nouveaux qui vont être beaucoup plus inclusifs. Et du coup, ça, c'est un peu le pouvoir créateur de prendre en compte ces dimensions d'égalité et de genre. Prendre en compte toutes les dimensions. Hélène, est-ce que vous souhaitez compléter ce qui a été dit? Oui, de manière expérientielle. Moi, je suis donc ce que je vous disais à l'INRIA depuis 2012 et avant, je vivais plutôt dans un milieu moins IA, puisque j'étais plutôt du côté de la psychologie. Et donc, du coup, d'un point de vue tout à fait personnel, ce que j'ai en tout cas pu observer, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plus de tolérance aux gens et en tout cas une conscience plus aiguisée de la problématique de la représentation des femmes
En tout cas, à l'INRIA, j'ai senti ça. Déjà parce qu'ils ont fait des constats chiffrés que, ils recrutaient en deçà du bassin existant et potentiel de femmes. Donc, je pense que le problème est bien conscientisé. Et il y a une vraie volonté, en tout cas, je l'évoquerai tout à l'heure, d'infléchir cette tendance, même si effectivement les chiffres bougent pas beaucoup malgré une vraie une politique volontariste sur ce sujet. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans mon environnement proche, déjà au sein de mon équipe, il y a au niveau des chercheurs, il y a une parité. Alors effectivement, au niveau des jeunes chercheurs, c'est plutôt un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. Et après, si on regarde en termes de présence des femmes, en tout cas au centre INRIA, d'abord le centre a été dirigé par une femme et une autre femme a suivi la direction et depuis peu on a un homme. Et donc vous voyez, même au plus haut poste du centre INRIA de Bordeaux, on a eu des femmes. On les retrouve aussi dans des services clés, notamment aujourd'hui on a une femme qui tient le service de transfert. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie volonté d'aller à l'encontre de ce biais sociétal et social de la préférence de l'homme sur la femme sur l'IA. Après, évidemment, je pense aussi ce qui est favorable dans cette science, du fait que moi je vienne d'une autre discipline, c'est que c'est une science qui est jeune et qui est là depuis les années 50 et donc je pense aussi à bénéficier du contexte historique et je pense que dans d'autres disciplines, ces problèmes de genre plus anciennes, qui malheureusement ont un héritage encore plus fort des biais sociétaux et socio-genrés, c'est encore plus marqué. En tout cas, moi, en tant que femme en SHS, on pourrait s'attendre à ce que justement les femmes soient plus présentes parce qu'il y a un plus grand vivier. On note quand même que dans les postes les plus hauts, c'est plutôt des hommes. Il y a une réinversion de la représentation des genres. Donc voilà, je tenais à dire ça. Alors évidemment, j'ai pas le même âge que les jeunes femmes qu'il y a tout autour. Moi, je suis plus près de la cinquantaine, et donc du coup, j'ai quand même j'ai l'impression, en tout cas, de voir des évolutions positives et en tout cas une explicitation d'une volonté politique de changer les choses, quoi. Et ça, je pense que c'est un bon changement, une bonne évolution. Voilà. Merci Hélène. Nous allons justement aborder les biais de genre. Aude, qu'est-ce qu'un biais de genre? Pouvez-vous nous donner votre éclairage? Oui, alors je pense que Alexandra va préciser, on va dire plus la théorie concept. Je vais peut-être on va dire préciser ce qu'il appelle biais de genre et notamment les influences qu'ils peuvent avoir sur les algorithmes. Donc c'est quelque chose qui va, ce que nous a intéressé, c'est de se dire que un algorithme ne va pas réagir de la même façon vis-à-vis d'un homme ou d'une femme globalement, ou d'une population composée d'hommes et composée de femmes. Donc, et alors que à tout critère égaux, ça devrait être la même chose. Je m'explique. Si on cherche avec un algorithme à recruter quelqu'un et on va lui donner des CV. Il y a eu un algorithme, un exemple chez Amazon où ils étaient en phase de test, ils l'ont pas vraiment utilisé, qu'ils voulaient trier des CV pour un poste technique et systématiquement les CV de femmes étaient écartés. Et en fait, ça c'est un exemple. Il y a aussi pourquoi Google Translate traduit de façon assez sexiste, c'est-à-dire que nurse en anglais va être traduit par infirmière et scientist par un scientifique. Donc voilà, c'est du langage non genré au langage genré. Donc c'est quelques petits exemples et il y en a pas mal. Et donc la question c'est de se demander qu'est-ce qui fait que ces algorithmes vont sortir ces résultats qui ont l'air sexistes et du coup comment ils sont influencés. Et quelque chose qu'on détaille, on va dire beaucoup dans le livre, c'est comprendre à quelles étapes de la création d'un algorithme on va avoir ces influences. Et du coup, ce qu'on montre, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est que la première étape d'un algorithme, ça va être de formuler qu'est-ce qu'on veut faire à l'algorithme. Donc, par exemple, je veux trier des CV ou trouver la meilleure personne, trouver le meilleur étudiant ou étudiante pour on va dire, un master. Et donc, on voit qu'en fait, dès là, il peut y avoir, dans la façon dont on va traduire du français, on va dire, à une traduction algorithmique ou mathématique, il peut y avoir des biais qui vont arriver. Ensuite, l'algorithme va être
entraînés sur une base de données. Et ça a été extrêmement documenté, que quand les bases de données vont être biaisées, c'est-à-dire il y a une surreprésentation d'une catégorie de population, donc par exemple les hommes, eh bien là aussi, on va avoir des biais. Et donc ça, c'est par exemple ce qui explicitait l'histoire de l'algorithme d'Amazon, c'est-à-dire qu'ils ont donné à l'algorithme pour s'entraîner tous les CV qui avaient été sélectionnés pour le poste avant. Et dans tous ces CV, 83% étaient des CV d'hommes. Et du coup, l'algorithme a globalement appris qu'une personne pour ce poste serait un homme. Et du coup, là, on voit vraiment que c'est un espèce de corpus d'apprentissage. Ensuite, on a une étape où on va en fait analyser les résultats de l'algorithme une fois qu'il est entraîné. Et du coup, notamment, on va avoir ce qu'on appelle des faux négatifs et des faux positifs. C'est-à-dire que l'algorithme va rarement avoir une prédiction parfaite. Et là aussi, la façon dont on va choisir ces taux d'erreur et sur quel taux d'erreur on va dire on va mettre un impact peut avoir des conséquences drastiques. Et ça, c'est des choses qui ont été démontrées notamment aux États-Unis avec, pour le coup, pas des biais de genre, mais des biais de race. Donc, avec un algorithme qui s'appelait Compass et qui prédisait le risque de récidive de certaines personnes emprisonnées et qui souhaitaient sortir. Donc là aussi, on peut avoir des biais qui vont être introduits et du coup, ça pose aussi toute la question de comment on va définir ce que c'est qu'un algorithme non biaisé. Donc, on voit bien que c'est un sujet assez vaste avec beaucoup de questionnements et que du coup, vraiment, à toutes les étapes de construction d'un algorithme, on peut avoir ce que nous, on appelle une espèce de contagion sexiste. Et la solution pour globalement remédier à ça, il n'y en a pas une, il y en a plein. Il y a des solutions techniques, mais il y a surtout des solutions humaines. C'est-à-dire que déjà, avoir conscience de ce problème et avoir des utilisateurs qui vont demander des algorithmes, on va dire, équitables, mais qui vont aussi savoir utiliser ces algorithmes de façon correcte, parce que j'explique toujours que il y a des algorithmes qui vont être faits de la même façon qu'on fait un micro-ondes et il y a des gens qui vont utiliser ces algorithmes et on peut les utiliser mal, comme par exemple mettre un chat dans un micro-ondes pour le sécher, c'est pas une bonne idée. Mais bon, si on l'a pas fait, on peut pas savoir. Et donc pour les algorithmes, c'est pareil. Donc de temps en temps, on va dire que le biais va provenir de la création d'algorithmes, mais aussi de temps en temps de son utilisation. Merci Aude. Alexandra, d'un point de vue cognitif, pourquoi ces biais sont-ils ancrés en nous? Oui, merci Stéphanie pour cette question. Alors, je rebondirai sur ce que dit Aude pour la deuxième question parce que ça fait complètement écho avec ce que je voulais dire. Je vais repartir un peu plus en amont pour le prisme cognitif du biais de stéréotypes. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, c'est un organe formidable, mais il est loin d'être parfait. En fait, quand on est confronté à des problèmes ou à des situations de stress, on va mettre en place des stratégies pour les résoudre et notamment des raccourcis de pensée pour prendre une décision le plus rapidement possible. Donc, en fait, c'est des décisions, c'est des raccourcis de pensée qui sont spontanés, souvent inconscients. C'est souvent très utile, mais en fait, voilà, ces raccourcis de pensée peuvent nous amener à nous faire mal interpréter en fait les choses. C'est ce qu'on appelle donc les biais cognitifs. Et en fait, dans les biais cognitifs, on a des biais notamment de stéréotypes. Donc, dans le biais de genre, je reprends de mon côté les biais de stéréotypes. Alors, c'est quoi un stéréotype? On en parlait tout à l'heure aussi. C'est des croyances selon lesquelles on va se focaliser sur une caractéristique selon laquelle les membres d'un groupe vont avoir une caractéristique particulière et on va en faire une généralité. Par exemple, alors pour les recrutements, par exemple, on pouvait dire les femmes, elles manquent de motivation, etc. Donc, c'est peut-être parce qu'on en connaît une que, du coup, on va faire des généralités. Donc, tout ça, c'est inconscient et on va les généraliser à l'ensemble de la population de ce groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les biais, comme c'est inconscient, ils ne sont pas toujours négatifs, car de base, ils ont pour fonction de rendre l'environnement complexe dans lequel on vit plus compréhensible et plus prévisible. Notre cerveau, il a toujours besoin de maintenir de l'ordre et de la cohérence afin d'éviter le chaos dans notre univers social. Notre cerveau déteste le chaos, donc il est obligé de catégoriser de base. Même si on ne partage pas du tout ces stéréotypes, il faut savoir qu'en situation de stress, ils peuvent ressortir plus facilement car on doit prendre une décision très rapidement, on n'a pas le temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur, d'analyser vraiment tous les entrants, si je peux faire le pont avec les algorithmes, tous les paramètres et tous les impacts que cela peut avoir, notamment en situation de stress. Pourquoi ces stéréotypes, Stéphanie, sont-ils si profondément ancrés en nous?
tout simplement parce que si le cerveau il devait analyser constamment chaque nouvelle personne que l'on rencontre, avec laquelle on interagit, en fait, on serait complètement surchargé d'informations. Donc, tout ça, c'est vraiment pour vraiment interagir le plus simplement, de façon la plus fluide possible. Mais voilà, ce n'est pas toujours adapté selon les situations. Et en fait, ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, c'est que on s'octroie nous-mêmes des biais. Donc, on appelle ça donc, des biais de stéréotypes implicites, parce qu'on a tous des biais liés à nous, liés aux autres. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça qu'ils sont si profondément ancrés. Et tout à l'heure, on en parlait, c'est déjà d'être sensibilisé, parce qu'on va avoir des biais dans la conception des IA, on va avoir des biais dans la façon de coder, dans la façon d'apprendre l'IA à apprendre. On va avoir des biais dans l'interprétation des résultats, dans la communication qu'on va avoir de ces résultats et dans la façon dont le public va également interpréter ces résultats. En fait, à chaque fois qu'il y a un humain qui arrive, il apporte avec lui tous ces biais. Et c'est ça vraiment un point d'attention à avoir quand on conçoit des IA, des projets de data science, c'est de prendre en compte tous les impacts que cela peut avoir afin d'éviter tous les scandales et toutes les polémiques qu'on voit régulièrement passer. Une petite expérimentation qui a également montré, Aude le disait tout à l'heure, un biais de stéréotype qui fait écho à une étude récente, c'était on donnait des photos d'hommes au visage net sur des CV, et pour les recruteurs, une photo d'un homme au visage net sur un CV, il faisait évoquer du leadership, une force de proposition, de la puissance, alors que la photo d'une femme au visage net sur un CV, ça faisait écho plutôt à de la tristesse et donc un manque de motivation. Mais tout ça, c'est implicite et c'est pas forcément conscientisé. Donc déjà, juste de sensibiliser les personnes et de se poser un petit peu avant de prendre une décision, d'aller au-delà des premiers préjugés que l'on va forcément avoir, c'est déjà un gros point dans justement les conceptions en IA et les interactions que l'on a avec chacun. Merci Alexandra pour ces précisions. Je vais vous laisser encore la parole puisque nous avons cherché à savoir si l'intelligence artificielle est sexiste. Oui, alors du coup, là, je rebondis complètement sur ce que disait Aude tout à l'heure. Alors non, bien sûr que non, elle n'est pas sexiste. Elle n'est pas non plus objective. En fait, une IA, c'est pas... Il n'y a pas elle n'est pas consciente. Elle ne comprend pas. En fait, les IA, elles vont apprendre ce qu'on leur donne à apprendre. Les jeux de données, comme le disait tout à l'heure Aude. Donc, c'est vraiment, elle va se focaliser sur ce qu'on lui donne à apprendre. C'est pour ça qu'il y avait le scandale tout à l'heure des CV d'hommes de 20 à 60 ans et qu'il n'y avait pas du tout de femmes parce que, justement, elle s'est basée sur les jeux de données antérieurs. Donc, effectivement, il n'y avait que des hommes jusqu'à présent. OK, du coup, on va garder que des hommes. On va rester dans cet effet tunnel qui est vraiment si polémique aux IA que l'on conçoit. Et d'ailleurs, pour faire le pont, Netflix, c'est un peu le même style, c'est-à-dire qu'il va nous proposer des choses en se basant sur ce qu'on lui a donné à apprendre, en se basant sur nos expériences. Et du coup, il va rester dans cet effet tunnel et il n'y aura pas forcément d'ouverture d'esprit à d'autres propositions. Donc, en fait, tout ça, c'est lié aux jeux de données. Donc, comme elles ne sont pas autodéterminées, il y a toujours une intention humaine derrière pour la mettre en marche. Ce qui amène à toutes les polémiques. Sa force sera destructrice si l'intention, consciente ou pas, derrière la conception d'IA, si l'intention, elle est destructrice. Donc ici, on met vraiment le doigt sur un sujet hyper important concernant l'éthique en IA. Et d'ailleurs, alors je vais en parler parce qu'on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent. La polémique avec Timnit Gebru s'en est suivie d'ailleurs en partie avec ça, parce qu'elle a écrit notamment un plaidoyer qui a fuité, qui prévenait des dérives d'une des méthodes de traitement automatique du langage de Google pour nourrir les algorithmes afin de les rendre plus savants dans la compréhension du langage et de tenir une conversation la plus fluide possible, mais notamment en s'inspirant des conversations humaines avec notamment les imitations de propos haineux, voire biaisés. Donc, comme le disait Laurence de Villiers, plus de données ne veut pas dire un système plus intelligent. C'est vraiment plus de données diversifiées. C'est cette prise de conscience dans les jeux de données que l'on apprend à notre IA. Donc, y avait aussi une histoire qui m'a assez marquée. C'est notamment AlphaGo qui avait battu au jeu de Go les meilleurs. On lui a fait apprendre et en fait, la machine avait de meilleures performances en partant de zéro, en n'ayant pas de biais, plutôt que lorsqu'on l'entraînait avec un humain.
Donc, ça montre vraiment le fait que, voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on lui apprend, enfin, à ce qu'on lui donne à apprendre et jusqu'à quel point on va intégrer des biais. Alors, des biais, il y en aura partout, mais l'idée, c'est de les identifier et d'être sensibilisé sur ça, pour savoir est-ce que ce qu'elle me ressort, c'est l'IA des biais ou c'est le plus objectif possible. Mais c'est sûr que l'IA, elle va pas comprendre tout ça. Donc, c'est là où l'aspect humain est primordial à prendre en compte dans la conception des IA et dans les interprétations. Donc, pour résumer, on peut dire que l'IA n'a pas de conscience, qu'elle apprend simplement des jeux de données qu'on lui fournit et que plus ces données seront diversifiées et proviendront de la diversité qui constitue nos sociétés, plus l'IA pourra être objective, si on peut utiliser ce terme. Tout à fait, et c'est pour ça que je mets un point d'honneur pour les équipes pluridisciplinaires, pour qu'il y ait vraiment des expertises très diversifiées pour avoir justement cette ouverture d'esprit dans chaque conception et aussi éviter, alors il y avait un terme que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, l'ultra-crépidarianisme, qui est en fait le fait de donner son avis sur des sujets, même si on n'a pas de compétences dessus. Et c'est vraiment cet intérêt-là à chaque fois de faire des équipes pluridisciplinaires avec des expertises diversifiées, d'éviter justement d'arriver à des polémiques et que tout le monde, alors notamment les réseaux sociaux, ils sont si populaires, c'est notamment grâce à ça, c'est d'éviter le fait de devoir donner un avis sur tout et de garder ce côté expertise pluridisciplinaire dans ces conceptions en IA. Merci beaucoup, Alexandra. Alors justement, Aude, l'IA peut-elle être un outil au service de l'égalité ? Oui, alors du coup, là, c'est un peu prendre la question dans un autre sens. C'est-à-dire qu'on vient de dire qu'en effet, l'IA peut être biaisée, va reproduire des biais, tout ça en plus de façon automatique, donc ça fait un peu peur. Mais en fait, l'IA, c'est aussi, et la data science d'ailleurs, c'est vraiment des outils assez extraordinaires qui permettent de faire avancer beaucoup de disciplines et beaucoup de choses. Et du coup, on peut très bien se poser la question de est-ce qu'on ne peut pas aussi, on va dire, dans le domaine de l'égalité, utiliser l'IA. Et en fait, il y a déjà pas mal d'exemples qui montrent que c'est le cas. Donc, un exemple que j'aime bien, c'est un algorithme qui a été développé initialement par Google en 2016 et qui a regardé tous les blockbusters de 2016 en regardant combien de temps d'écran, en gros, avaient les femmes et combien au-delà du temps d'écran, quel était le temps de parole. Et en fait, on se voyait que dans les blockbusters, les femmes apparaissaient 2 fois moins et parlaient 2 fois moins que les hommes. Et donc ça, on pourrait se dire encore, regarder tous les blockbusters et compter, c'est presque faisable par un humain ou plusieurs humains. Mais ensuite, cet outil a du coup été adapté à faire ça. Notamment, il y a une étude sur l'INA en France, par l'INA, pour faire ce genre de travaux, qui a regardé 600 000 heures de programmes télé et radio. Parce qu'en fait, ça, pour une IA, c'est pas si compliqué que ça. Et on a observé les mêmes chiffres. Et du coup, ce qui est assez passionnant, c'est que du coup, on peut monitorer ce genre de choses en continu et du coup, avoir un diagnostic très précis qui va aussi permettre de s'améliorer. Donc, on voit bien que là, traiter des grandes quantités de données, ça peut aider à poser ce diagnostic. Et une fois qu'on va prendre des actions pour régler ce problème, on peut monitorer s'il y a des progrès. On peut aussi mentionner un autre algorithme que j'aime bien encore dans le domaine des médias. Il y a un grand journal qui, en gros, a donné un algo sur lequel les gens utilisent quand ils écrivent, les journalistes utilisent quand ils écrivent un article. Et à la fin, ça leur dit s'ils n'ont pas assez cité de femmes expertes. Par exemple, aucune femme n'apparaît dans vos articles. Et donc ça, on voit que c'est vraiment incitatif, mais pareil, tout ça, c'est automatique. Et du coup, ça va vraiment essayer de pousser les gens à plus se poser de questions en termes d'égalité. On peut aussi voir un autre problème, c'est par exemple la représentation des femmes. Donc, il y a très peu de biographies femmes sur Wikipédia. Là encore, il y a un algorithme qui a été développé pour aller un peu sourcer et proposer des premiers articles sur des femmes qui seront ensuite complétés par d'autres gens. Donc, dans tous les cas, on voit bien que c'est pas IA pour IA, c'est l'IA comme outil et l'IA en complément d'actions humaines, mais on peut bien se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ça. Et du coup, moi, j'aime bien toujours réfléchir à, en effet, des IA qui pourraient exister de ce style-là et qui devraient être développées. Donc, moi, je me disais un Google Translate, mais en langage inclusif. Donc, ça pourrait être super sympa. Ou avoir justement quelque chose où en réunion, on a envie d'analyser qui parle comment
qui fait du mansplaining et compagnie, on pose son téléphone sur la table et puis ça analyse tout ça. Et du coup, ça permet quand même de vachement faire des diagnostics ciblés qui pourraient ensuite permettre d'avancer. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment se poser cette question-là et utiliser tout le pouvoir de l'IA pour être un levier pour l'égalité. Merci, Aude. Alice, selon vous, quelles sont les dérives qui menacent l'intelligence artificielle et la data science? Effectivement. Alors, cette question, je l'ai effectivement choisie en écho à ce que mes consoeurs viennent de dire, pour vraiment mettre l'accent sur ce que l'IA n'est pas. Il y a effectivement beaucoup de réflexions et parfois de fantasmes sur ce que l'IA est. Typiquement, quand je présente ma société, Delphox, on me dit tout de suite, vous allez voler des emplois. Sauf que si je me retourne il y a quelques années, il y a des emplois qui existaient à l'époque qui n'existent plus aujourd'hui et ce n'est ni de mon fait ni du fait de l'IA. De la même façon, on a parlé beaucoup de la place de l'humain dans l'IA et comme disait Aude, très justement, l'IA c'est un outil extraordinaire qui peut nous faire avancer plus rapidement, qui peut nous faire gagner énormément de temps et on ne doit pas oublier cette mention-là qu'avant toute chose, c'est un outil qui sera représentatif de l'utilisation qu'on en fera, donc que l'humain en fera et qui représentera lui-même l'état de la société dans laquelle on évolue. Donc aujourd'hui, des dérives qui guettent l'intelligence artificielle sont forcément des dérives que nous, humains, on mettra dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut calculer plus rapidement qu'un homme, elle peut apprendre à lire, elle peut effectivement apprendre à écrire. Par contre, elle n'aura pas de pensée, elle n'aura pas d'émotion, elle n'aura pas de libre arbitre, de prendre des décisions de façon autonome sans forcément qu'elle se soit appuyée sur l'humain. Donc, il faut effectivement conscientiser l'utilisateur sur cet aspect-là que finalement, c'est un outil que nous modélisons, que nous humains modélisons pour faire des tâches. Ce n'est pas un outil qui va se transformer et prendre des armes et détruire la race humaine. On en est loin de cette fiction-là et effectivement, c'est hyper important qu'on arrive à transmettre ça de cette façon-là parce que effectivement, ce n'est pas, enfin voilà, c'est la réalité. On n'est pas dans un jeu, on n'est pas dans un film. Donc c'est hyper important. L'autre point que je voulais souligner pour aller dans ce sens-là, que nous on applique dans notre métier, c'est effectivement toutes les notions d'éthique, de certification, de confiance qu'on va apporter autour de l'IA et qu'on apporte déjà sur des systèmes traditionnels. Typiquement, pour faire voler un avion, il y a pléthore de certifications qui doivent être validées avant de s'assurer que cet avion peut voler et mettre dedans des hommes et des vies. Donc, de la même façon, quand on utilise une intelligence artificielle qui va aller de plus en plus loin, qui va faire de plus en plus de tâches pour apporter du soutien, parce que j'insiste dessus, c'est vraiment du soutien à l'humain, on doit s'assurer qu'elle est fiable, on doit s'assurer qu'il y a une éthique derrière qui lui permet d'avancer, on doit s'assurer qu'effectivement, il y a des certifications et ce sont des sujets de travaux qui sont encore tellement en amont qu'il faut encore tellement avancer avant même de penser, imaginer un jour arriver à un Terminator ou des choses comme on a pu voir dans certains films. Donc vraiment, quelles dérives? Certainement qu'il y en a, mais ces dérives-là seront que le reflet de l'utilisation de la société dans laquelle évolue l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est intelligente que parce que l'humain lui a permis de l'être. Jusque-là, voilà. Merci beaucoup, Alice. Nous allons voir comment populariser le secteur à plus de diversité féminine. Hélène, vous allez nous parler de différents dispositifs de l'INRIA et également du dispositif Chiche. Oui. Donc, sans être évidemment exhaustive et sur tout ce que peut faire l'INRIA, j'ai retenu en tout cas 2 axes qui me semblent importants à porter à tous. En tout cas, axes sur lesquels travaille l'INRIA. D'abord, sa politique RH au niveau national et qui en diffuse sur tous ses centres. Et puis, le deuxième axe, c'est qu'effectivement, l'INRIA est fortement mobilisée pour amener à une meilleure maîtrise du numérique, et ce, soit par des actions d'éducation ou de médiation.
Donc en ce qui concerne la politique RH, bon alors c'est peut-être arrivé un peu tard, mais en tout cas dès 2015, il y a eu un comité parité égalité justement suite à la prise de conscience d'une insuffisance de femmes à tous les postes et donc ce comité, je vous ai mis le lien et vous pourrez accéder à de la documentation et assez intéressant parce que non seulement il veille à ce que la loi soit respectée, mais en plus, il a des groupes de travail qui, soit par autosaisine ou soit par des besoins qui peuvent être exprimés à un niveau de la direction ou émanant des différents agents de l'INRIA, peuvent se saisir d'une question et travailler. Par exemple, voilà, on a un guide de formation et de sensibilisation pour veiller à la parité homme-femme, notamment dans les concours INRIA. Et on a tout un tas de documentation avec notamment la possibilité des liens pour tester ses propres stéréotypes et comment on peut être soi-même biaisé dans ses représentations. Et puis, autre exemple d'action qui a été menée par INRIA, c'est l'aide à la parentalité, parce qu'on le sait, quand on regarde les dernières statistiques sur le confinement de l'INSEE, les femmes avaient seulement 30% avaient un bureau individuel alors que 50% d'hommes avaient leur propre bureau, et on sait aussi que c'est les femmes qui ont dû gérer les enfants et l'éducation des enfants. Et donc effectivement toutes ces aides à la parentalité, même si on aimerait qu'il y ait plus d'équité sur la répartition de ces tâches hommes-femmes, c'est souvent les femmes encore qui gèrent, et donc là il y a eu un ensemble d'actions qui ont été mises en place justement pour qu'elles s'auto-censurent pas pour participer à des conférences et qu'elles puissent en même temps gérer leurs enfants. Et puis je voulais faire aussi la publicité d'un livre numérique. Attendez, vous pouvez la remettre, voilà. Numérique compter avec les femmes qui vient d'être sorti justement suite le 8 mars pour la journée des droits des femmes d'Anne-Marie Kermarac, qui est une grande chercheuse de l'EPFL mais qui a travaillé à l'INRIA et qui retrace dans cet ouvrage son parcours. Elle a eu aussi le prix académique de l'innovation de l'Académie des sciences. Donc je vous invite à aller le lire, et il y a même sur Le Monde, le blog binaire, une méta-lecture de cet ouvrage, et je vous invite à lire. Je pense que ça pourrait compléter l'action de Aude aussi dans ce sens-là en termes de témoignage. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, en ce qui concerne la mobilisation d'INRIA pour la maîtrise du numérique, donc comme je vous le disais, déjà, on a des équipes de recherche qui travaillent sur l'éducation. Et récemment, un livre blanc éducation et numérique a été publié. Et dans ce livre, d'ailleurs, le constat est fait qu'effectivement, il y a pas suffisamment de médiation et d'enseignement des sciences du numérique au niveau des premiers cycles de l'enseignement pour justement populariser ces sciences et peut-être amener plus facilement les femmes à suivre ces filières. À côté de ça, évidemment, l'INRIA fait énormément de médiation scientifique, et notamment, là, on a évoqué le dispositif FICHE de l'éducation nationale où l'INRIA est partenaire. Et récemment, moi, je participe en tant que chercheur INRIA à ce type d'action. Et là, j'ai été dans des lycées où, en fait, le but du jeu, justement, c'est d'arriver en tant que chercheur, mais pas de manière formelle, au contraire, de le faire de manière très informelle auprès des lycéens. Donc, on vient avec pas de diapo, et le but du jeu, c'est un peu de discuter justement de qu'est-ce que sont les sciences du numérique, quel domaine ça touche, et essayer un peu de sortir justement de ces stéréotypes. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, je leur fais subir des petites expériences sur c'est quoi un informaticien et quelle qualité psychologique ils associent à l'informaticien. Et comme par hasard, c'est souvent des qualités très genrées masculines. Et donc, du coup, on essaye justement de faire ce type d'action en amont des choix des filières, puisqu'effectivement, on a vu qu'il y avait vraiment une déperdition des effectifs entre le lycée et l'enseignement supérieur.
Et puis au niveau évidemment d'autres actions qui est évidemment importante, l'INRIA a fortement œuvré pour enseigner le numérique à toutes et à tous, et en particulier ils ont été des acteurs pour mettre en place les spécialités NSI, pour offrir des ressources numériques aux enseignants, de sorte à ce qu'ils se les approprient le plus tôt possible, aussi bien au niveau du primaire jusqu'au lycée. Et puis on a aussi beaucoup de choses qui sont faites par le Learning Lab en ce qui concerne les MOOC. Par exemple, un des MOOC qui a le plus de succès actuellement, où il y a des milliers de participants, c'est un MOOC sur l'IA qui a été fait par l'INRIA. Voilà. Merci beaucoup Hélène pour ces ressources pour justement les jeunes femmes qui souhaiteraient s'intéresser à ces domaines, et on a vu qu'on en a besoin. Alice, du point de vue de votre qualité de chef d'entreprise, est-ce qu'il faut alerter les entreprises sur la nécessité de cette diversité pour populariser ce secteur ? Alerter effectivement, mais les entreprises doivent elles-mêmes déjà travailler aussi dans ce sens-là, parce que voilà, ce n'est plus à dire. La diversité est forcément une richesse, même pour l'entreprise, surtout pour elle d'ailleurs. À notre échelle, nous, je sais qu'on se rapproche des écoles d'ingénieurs notamment, pour arriver à créer cette émulation auprès des plus jeunes, dès le plus jeune âge, auprès des filles qui cherchent des orientations, pour justement favoriser des marques d'intérêt en faveur des entreprises innovantes, des entreprises technologiques. Et effectivement, d'ailleurs, en ce moment, on recherche des ingénieurs. Donc, s'il y a des filles qui nous écoutent parmi les auditeurs, on est preneur de ces candidatures-là pour justement essayer d'enrichir l'entreprise. Après, je pense qu'il y a effectivement toutes les initiatives qui sont de plus en plus présentes, qu'il faut consolider, qu'il faut continuer à fortifier pour justement que ce soit visible. Je pense qu'il y a vraiment aussi une problématique de visibilité. Je pense que les jeunes filles, même, on en parle beaucoup, elles sont encore tellement dans ces biais que peut-être qu'elles n'ont même pas encore l'information aujourd'hui de se dire oui, je peux aller travailler chez Delphos, je peux faire de l'innovation, je peux faire de l'IA. Les biais qui les ont évincés au départ sont encore tellement présents qu'aujourd'hui l'action est aussi de rendre de plus en plus visible toutes les femmes qui travaillent, toutes les femmes docteurs, toutes les femmes qui font de la science, toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise innovantes, de faire vraiment un travail de visibilité pour influencer ces jeunes personnes ou toute autre femme d'ailleurs qui veut rejoindre ces milieux-là, parce que effectivement il y a de la place et il y a encore tellement de choses à faire. Donc si déjà on ne prend pas cette place-là et qu'on laisse encore tous les biais qui ont été définis tout à l'heure continuer de grandir, malheureusement, je ne sais pas dans quelle société on vivra dans quelques années. Donc, il y a vraiment un travail qu'on doit faire nous-mêmes en tant que chef d'entreprise, docteur scientifique, de mentorer peut-être, moi je sais que nous on le fait, des jeunes filles qui sont en recherche, qui veulent être inspirées, d'être vraiment j'ai envie de dire sur le terrain, non pas que ce soit un mouvement politique, mais c'est vraiment un effort qu'on doit faire pour essayer de sortir et d'aller vers quelque chose de mieux. Merci beaucoup Alice. Donc c'est un appel à toutes les femmes et les jeunes femmes qui nous écoutent, il y a de la place. Agnès nous a rejoint pour passer aux questions, puisque nous avons quelques questions qui ont été posées par les participants et participantes qui sont présents. Agnès, je te laisse intervenir. Oui, merci Stéphanie. Une première question sur la place des femmes dans le secteur de l'informatique et l'historique. Une question qui s'adresse peut-être à Aude. Les femmes étaient très présentes au début de l'informatique. Comment expliquer cette évolution et pourquoi cette masculinisation du secteur ? Oui, c'est totalement vrai. C'est vraiment un secteur où la présence des femmes a plongé. Donc, il y a plusieurs explications. Moi, j'aime bien le résumer à une chose, pouvoir et argent. Donc, globalement, le moment où la part des femmes dans le secteur a baissé, c'est milieu des années 80. Et ça correspond vraiment au fait que l'informatique, au début, c'était pas du tout vu comme un secteur très porteur, qui allait tout révolutionner. C'était plus des petites mains qui, avant, faisaient des calculs à la main qui sont mis à les faire sur ordinateur. Donc, on peut un peu imaginer comme les dames du téléphone, quoi, si ça parle à certaines. Et en fait,
des années 80, c'est vraiment l'apparition des PC, des ordinateurs personnels, et la compréhension qu'en fait, ça va être un secteur énorme. Et du coup, à ce moment-là, il y a la compréhension, voilà, donc la réappropriation de ce secteur-là par les hommes, parce que pouvoir, argent, visibilité, reconnaissance. Et tout d'un coup aussi, en parallèle de ça, en parallèle de ce phénomène, du coup, le développement de stéréotypes culturels très, très forts, avec toute l'apparition de cette figure culturelle qui est le geek, et donc, du coup, des stéréotypes qui vont devenir de plus en plus prégnants, et aussi l'ordinateur personnel qui va être très fortement marketé pour les hommes et pour les petits garçons. Et donc, du coup, c'est un peu l'accumulation de tout ça, hein. Je ne dis pas qu'il y a une stratégie qui a été mise en place par des hommes pensés, mais globalement, ça s'est fait comme ça. Et dans un certain nombre de domaines, quand on voit que justement, il y a dans ces domaines… oui, quand on voit qu'il va y avoir justement de l'intérêt en termes notamment financiers, et ben souvent, c'est vrai qu'on va observer une invisibilisation des femmes qui vont petit à petit arrêter d'être en pointe là-dessus. Merci Aude. Une deuxième question qui peut s'adresser effectivement à Alice ou Alexandra. Une proposition récente a été faite de proposer des quotas dans les conseils d'administration. Est-ce que vous pensez qu'il serait bon d'être volontariste dans le domaine de la data science et de proposer des quotas? Je laisse la parole à Alice. Alice? Je rebondirai après. Alors, effectivement, on a tendance à avoir les quotas comme péjoratif dans la mesure où on impose une volonté, donc tout de suite ça limite en fait les initiatives. Mais de mon point de vue, je pense qu'en fait, oui, on est quand même dans une phase où ce n'est tellement pas encore naturel que ça se mette en place, que commencer par ça pour démarrer, pour moi, c'est tout à fait à propos. Si on était dans un aspect où effectivement c'est aussi évident de recruter sur 2 CV, de choisir aussi naturellement un homme qu'une femme, même s'ils ont le même visage et le même aspect sur la photo, je dirais qu'on n'aurait pas besoin de ça, on serait dans une société qui serait déjà plus juste et plus équitable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas pas dans ces secteurs d'activité. Donc commencer en mettant effectivement cette notion de quota qui favorise plus qu'impose, qui va favoriser que les lignes bougent, que les choses avancent, c'est déjà un point pour commencer, quitte à ce que ce soit régulé par le futur. Merci. Ouais, c'est un mal pour un bien. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Même si, effectivement, quand on le vit, c'est pas très agréable, surtout qu'on a des collègues qui vous écrivent en disant, voilà, il nous manque une femme. Est-ce que tu voudrais pas participer à tel comité? Ouais. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir ce genre de maladresse. Mais je pense que je suis prête à vivre encore ces maladresses parce que je pense que c'est un mal pour un bien à terme. En fait, c'est bien de commencer par ça. C'est pas forcément, c'est nécessaire pour commencer, mais c'est pas forcément suffisant parce qu'après, avoir en termes d'évolution de carrière, en termes même de changement des mentalités, peut-être que ça va être un premier pont pour commencer à se rendre compte, ah bah oui, c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir justement cette mixité. Mais en fait, pour l'instant, ça ne va pas forcément vraiment changer le problème. Disons que c'est sur le côté éducation aussi qu'il faut travailler. Même si, voilà, dans tous les cas, ça va être un travail de longue haleine sur plusieurs décennies. On voit déjà les différences de générations qui n'ont pas forcément cette même approche, mais tout doit partir forcément de l'éducation. Donc, un premier pont, mais attention à ne pas garder que ça et à, comme le disait Hélène, de travailler sur d'autres aspects comme les congés parentaux, comme voilà, les évolutions de salaire, l'égalité des salaires, etc. Donc, c'est un premier pont, mais ne pas se cacher derrière ces quotas. Merci Alexandra. Une question sur l'orientation justement des femmes. Pourquoi les femmes vont être plutôt dirigées vers le domaine du marketing, de la communication, alors que les hommes vont plutôt être dirigés vers des métiers scientifiques lorsqu'on demande de l'aide dans l'orientation professionnelle? Peut-être que Hélène pourrait s'exprimer ou répondre. Oui, tout simplement parce que c'est l'effet du stéréotype de genre où on associe les SHS à des qualités d'humanité.
Et donc, du coup, on attribue plus facilement à une femme des qualités de communication et de compassion. Et d'ailleurs, on retrouve énormément de femmes dans tout ce qu'on appelle le domaine du care, la santé. Les femmes sont très représentées. Bon, encore une fois, quand on regarde de plus près qui sont chirurgiens et qui est médecin généraliste, on se rend bien compte que là, on retrouve quand même le stéréotype, mais alors qu'en science, on va plutôt orienter, on associe les qualités de la rigueur, être scientifique, faut pas être dans l'émotionnel, la femme est trop émotionnelle. Donc là encore, ce sont des qualités psychologiques qu'on a, et ça, malheureusement, c'est lié aussi à des travaux en psychologie du travail qui ont longtemps recherché the right man on the right place. D'ailleurs, c'est un man, hein, c'est pas un woman, hein, c'est la phrase. Et, et donc, effectivement, essayer d'associer des qualités psychologiques à des professions. Et en fait, souvent, il a été associé que certaines professions étaient associées à des qualités, et ces qualités étaient plus souvent chez les femmes, mais parce qu'en fait, c'est sociétalement et socialement qu'on nourrissait ce match entre les deux. Et puis la femme, comme tout le monde, hein, on est tous, on s'auto-convainc de ces stéréotypes, puisqu'on va se conformer aux stéréotypes. Les filles vont plus facilement exprimer leurs émotions que les garçons, etc. Mais parce que justement la société autorise, et donc les codes sociaux véhiculent tout ça. Donc effectivement, il y a un gros travail à faire aussi sur cette dissociation entre des qualités psychologiques et d'ailleurs, là, par exemple, là, je trouve ça très bien qu'on soit toutes des femmes autour de la table, là, mais je pense aussi que les hommes aussi souffrent aussi de ces stéréotypes, notamment lorsqu'on est dans ces dimensions psychologiques. Aujourd'hui, les hommes, et c'est tant mieux, revendiquent de pouvoir assurer la parentalité, de pouvoir exprimer leurs émotions, et que c'est pas que des qualités de la femme, que même les hommes peuvent ressentir des émotions, être humain, etc. Enfin, vous voyez, je pense aussi qu'on a tout à gagner sur les deux parties hommes-femmes. Tout à fait. Comprendre que c'est pas une question de chromosomes. Mais en fait, tout ça, c'est lié aussi, enfin, bon, là, c'est la psy qui parle, à la simplification, le biais cognitif qu'on a eu, c'est qu'effectivement, d'un point de vue chromosomique, il y a deux sexes, quoi, homme-femme, excepté quelques exceptions de personnes qui naissent avec les deux sexes. Mais en règle générale, voilà, il y a deux sexes. Et donc, on a essayé d'assimiler l'identité sexuée, qui est autre chose, qui est de la construction individuelle et sociale de l'identité de genrée de la personne, et on a essayé de faire un match entre l'identité sexuelle chromosomique et l'identité sexuée par simplification. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les identités sexuées, elles sont multiples, variées, et qu'il n'y a même pas que hommes-femmes. Moi, je pense aux LGBT+, aussi, et je pense que plus on ira vers de l'égalité hommes-femmes, plus on ira aussi sur cette diversité LGBT+, moi, qui me semble aussi un aspect quand Alexandra évoquait l'intérêt de la richesse et de la diversité dans une équipe de recherche ou dans une entreprise dans un processus de création et de créativité, c'est évident que plus il y a de la diversité dans les identités sexuées, plus ça sera productif, quoi. Voilà, on a tout à y gagner, mais il faut des avancées à ce niveau-là. Merci Hélène. On a le temps, Stéphanie, je pense, de poser une... Oui, on a le temps encore pour une question. Conseillez-vous des organisations dans le sens, je pense, club, association, groupement au niveau de la sororité, des clubs de réflexion pour les femmes qui s'intéressent à l'IA et qui souhaitent intégrer des projets à Bordeaux et ailleurs. Donc, connaissez-vous pouvez-vous nous citer quelques groupes de réflexion, quelques associations qui existent sur le sujet, on va dire dans la région peut-être plus élargie au niveau de Nouvelle-Aquitaine? Peut-être Aude, peut-être vous avez peut-être… Aude, elle n'est pas trop de la région, donc elle va… Pardon, Aude, de la région, excusez-moi. Peut-être qui pourrait répondre? Alexandra, Alice. Alexandra ou Alice?
Alors en région, j'ai du mal, hein, effectivement. Je parlais tout à l'heure de visibilité, ce serait peut-être une initiative à lancer. Mais en région, j'ai beaucoup, je ne connais malheureusement pas, je n'en fais pas partie. Par contre, sur le plan, plus national, il y a des National, oui. initiatives, voilà, telles que Digital Ladies, qui sont très actives d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui portent, justement ces réflexions-là, aussi bien pour les femmes, que les jeunes filles, donc qui sont très, très bien. Il y a plus récemment Women in Big Data, c'est aussi, parisien, voilà, qui fait une association de jeunes de femmes qui sont dans l'IA et la big data d'une façon générale et qui effectivement vont avoir des réflexions sur comment être plus visible, comment travailler ces questions de mixité, etc. C'est les deux que je connaisse. Après, je sais que d'une façon plus globale, hein, parce que c'est pas forcément, voilà, il faut pas non plus s'enfermer dans ces sujets-là, mais je sais qu'il y a les entretiens de l'excellence qui se déroulent parfois à Bordeaux, qui concernent plus largement les jeunes élèves, dont les jeunes filles, et il est voilà, et c'est comment dire, c'est une association qui recherche parfois des intervenants pour justement aller influencer ces jeunes personnes à nos métiers également. Donc ça, c'est les trois que j'ai identifiés. Après, je suis sûre qu'il y en a certainement d'autres. Oui, il y a Femmes et Sciences, Femmes Ingénieurs, Femmes et Mathématiques, Voilà. tout ça, ce sont des associations de femmes nationales. Oui. Oui, au niveau local, au niveau de la région, je n'ai pas connaissance d'associations, en tout cas spécifiques pour les femmes, à part Digital Aquitaine. Mais non, c'est plutôt national, voire même international pour Women in Machine Learning, qui est surtout voilà, où on peut publier et voilà, aller à ce genre de conférences. Mais oui, pas forcément au niveau local. D'accord. Merci à vous deux. Alors, Digital Aquitaine n'est pas une association spécifique pour les femmes, mais nous sommes ravis d'être peut-être vus comme ça aussi, pourquoi pas. Et surtout, ravis de vous avoir tout accueillis ce matin. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire, Agnès. Oui, tout à fait. S'il reste quelques questions qui n'ont peut-être pas été répondues, nous les transmettrons aux intervenantes ou nous tâcherons de vous répondre après la fin de ce webinaire. Donc, je voudrais encore vous remercier toutes les quatre, Agnès, et également remercier tous les participants et participantes qui étaient assez nombreux ce matin, et nous espérons vous retrouver très vite, soit pour un atelier d'Aquitaine, soit pour d'autres webinaires. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à vous. Bon appétit. Merci. À très bientôt. Merci. Merci. À bientôt.